Cette application est certainement mon seul conflit d'intérêt s'il en était un. Donc, une procédure interventionnelle, pourquoi? Dans quel objectif? L'objectif, c'est la prévention du syndrome post-thrombotique. Que sait-on? Nous savons que le traitement conventionnel a peu d'action fibrinolytique, que le syndrome post-thrombotique est plus fréquent en cas d'obstruction résiduelle, que l'extension anatomique du thrombus en ilio-fémoral entraîne une incidence de SPT à 2 ans de plus de 50%, et ça, ce sont des études randomisées qui nous le disent, et que ces syndromes post-thrombotiques sont plus sévères, et que le syndrome post-thrombotique a un impact sérieux sur la qualité de vie. Merci. Les recommandations, que disent-elles? Elles disent qu'en cas de phlegmatia céruléa dolens, et c'est la première indication, grade de recommandation 1A, les patients doivent être pris en charge en centre expert et doivent être transférés en centre expert s'ils ne le sont pas pour une prise en charge interventionnelle. Sortie de cette indication, les recommandations sont, je dirais, plutôt frileuses, car elles s'appuient essentiellement sur des études non randomisées évaluant la fibrinolyse dirigée par cathéter, pour la plupart. Or, et j'y reviens parce que c'est vraiment très important, la thrombolyse moderne, c'est la thrombolyse pharmacomécanique, donc j'y reviens, fragmentation du combus, injection du fibrinolytique au sein d'un caillot fragmenté, une aspiration immédiate du fibrinolytique, donc très peu de passage systémique, et un stenting si une compression résiduelle. Ce sont des techniques dites one shot, une seule procédure, 1 heure, 1h30, 2 heures maximum, sous noraleptanalgésie et par voie jugulaire. La voie jugulaire est très importante car elle nous a permis de passer d'un concept déjà fort intéressant, le concept de la veine ouverte, où un succès de procédure était considéré si au moins 50% de thrombus étaient retirés. Donc on rétablissait un flux dans la veine, au concept dit de la veine nettoyée, où le succès de procédure est considéré si 100% du thrombus est retiré ou quasiment. Donc on passe du rétablissement d'un flux dans la veine à rétablir un flux normal. Et ça, seule la voie jugulaire peut le permettre en vous donnant accès aux deux côtés et pour chaque côté à la fémorale profonde, à la veine grande saphène, jusque la poplitée, voire même les veines surales. Alors l'étude que nous attendions tous, qui devait normalement lever toute ambiguïté sur cette procédure interventionnelle, c'était l'étude ATTRACT. Grosse étude nord-américaine, et puis patatrac. Hein. Finalement, pas moins de syndrome post-thrombotique sur les résultats initiaux dans le groupe interventionnel par rapport au groupe contrôle et même plus de complications hémorragiques. Alors, il y a énormément de commentaires qui ont été faits sur cette étude ATTRACT, très peu de patients par an et par centre, beaucoup de perdus de vue, des décès, mais surtout une erreur de casting, puisque par défaut de recrutement, finalement les thromboses sous-crurales ont été inclus, pour un total quand même de 50%, et puis une erreur de technique, puisque 60% des patients ont eu une effusion first, avec des durées moyennes de fibrinolyse de 20 heures. Très peu de postes de stent, et puis la borpoplité comme référence. Alors les Français ont publié, donc Dr Mathieu vous l'a dit, leurs résultats cet été, 6 centres regroupés au sein du SFICV. Cette fois-ci, la technique pharmacomécanique, one shot, voie jugulaire, atteinte obligatoire de l'étage iliaque, plus ou moins extension veine cave inférieure, plus ou moins extension à l'étage fémoropoplité. Alors bon, on est français, on est un petit peu plus modeste, 277 patients. Pour quel résultat? Pour un taux de thrombus résiduel de moins 10% chez plus de 90% des patients, un taux de perméabilité à 2 ans supérieur à 90% et un taux de syndrome post-thrombotique de 13,8%. Donc pour répondre à la question qui m'a été posée, les critères de sélection qui ont été respectés dans cette étude, une thrombose aiguë de moins de 21 jours, proximale avec atteinte obligatoire de l'étage iliaque, plus ou moins étendue en veine cave inférieure, plus ou moins étendue à l'étage fémoropoplité, une thrombose symptomatique avec des signes de mauvaise tolérance sur le syndrome obstructif ou une extension malgré un traitement médical bien conduit. Le patient, une espérance de vie de plus de 1 an, un bon état général, un risque hémorragique faible et surtout, bien sûr, cela doit être de son choix après une explication claire et objective. Et enfin, le troisième du triptyque, l'équipe, un centre expert,
des moyens appropriés, la bonne technique et dans le cadre d'une filière de soins, idéalement de la radiologie interventionnelle et un service de médecine vasculaire pour la prise en charge médicale et l'hospitalisation. Vous voyez en quelques images un autre objectif que nous constatons, c'est l'amélioration quasi immédiate de la symptomatologie clinique et notamment de la levée du syndrome obstructif, dès les premières heures post-interventionnelles. Et j'en terminerai avec cette dernière diapositive d'une étude randomisée de la technique pharmacomécanique qui devrait voir le jour normalement l'année prochaine, pilotée par l'équipe nantaise. Je vous remercie pour votre attention. Il nous faudrait un micro pour le professeur Albert Claude, s'il vous plaît. Pardon de vous faire marcher. Juste une question, peut-être pour reprendre un peu la question qui a été posée par Sébastien, c'est comment, au niveau national, organiser une prise en charge de ce type et peut-être avoir des outils statistiques suffisants pour dépasser la casuistique. Déjà de 6 centres, c'est très important. À Paris, avec Marc Sapoval, par exemple, on sait très bien que ce type d'intervention est maintenant complètement organisé, très structuré. Et voilà, est-ce que vous avez lancé l'idée d'un registre national avec l'ensemble des services de radiologie interventionnelle français et qui pourraient adopter cette technique qui est rationnelle pour avoir finalement conforté peut-être les résultats qui me paraissent extrêmement intéressants. Et juste un mot pour vous dire qu'au niveau de l'Académie nationale de chirurgie, nous serions très heureux de vous entendre peut-être présenter ce travail. Je sais que Marc Sapoval, radiologue interventionnel, est membre de l'Académie nationale de chirurgie et il pourrait peut-être avec vous nous apporter plus de data et d'exploitation suffisamment significative pour sortir ce problème des grandes difficultés qu'il a connues jusqu'à présent. Merci, professeur. Alors, il y a un registre, en effet. Nous avions au départ un registre purement local que nous avons étendu avec les 6 centres au sein de la SFICV, ont un registre que chacun, et qui nous a permis d'ailleurs de donner les résultats de cette étude. Donc, ce registre est en place. Il est sûr que l'accès à cette technique est complexe, parce qu'il manque de centres qui peuvent l'appliquer, qui l'appliquent. On y travaille progressivement. Je sais que les radiologues interventionnels font énormément de formations entre eux et la communauté est très active, très proactive de ce côté-là. Mais non, c'est sûr que c'est une technique qui reste encore peu accessible globalement. Et voilà. Après, il y a toujours la question de l'étude randomisée. On nous dit, mais pourquoi ne faites-vous pas une étude randomisée? La problématique de l'étude randomisée, ça sera le nombre de patients nécessaires. Le nombre de patients est quand même relativement faible, même pour un centre expert. Si en plus nous randomisons, je pense que là, on est parti pour une dizaine d'années, si pas plus. Alors, il y a une réponse peut-être, si je peux juste ne pas trop emboliser la parole, mais c'est actuellement avec les jumeaux numériques, sur ces problèmes de faible casuistique, c'est le moyen de peut-être d'avoir des études contrôlées, mais contre un système de jumeaux numériques qui permet d'apporter des preuves. C'est donc maintenant la radiologie interventionnelle 4.0 à laquelle je vous convie. Merci. Caroline, j'ai une question par rapport à la prise en charge. Est-ce que ça passe dans le budget innovation du CHU ou est-ce qu'il y a un effort financier des patients qui sont pris ou ça en perd tes profits? Non, ça passe dans les soins communs. Hein. Ça passe dans les soins communs, donc il n'y a pas... Ça part dans le... Enfin, dans le soin courant. Je pense que ça passe en soins courants, oui, tout à fait. D'accord, merci. Parfait. Merci. Aussi, moi j'avais une petite dernière question. Une fois qu'on les a traités, bon là on a compris qu'on était à moins de 3 semaines globalement, donc on doit avoir des filières, bon, on en a reparlé sur une cartographie nationale, c'est en train de se mettre en place. Moi je vois Olivier qui travaille sur ça, moi je suis région nantaise, donc très content que ça se mette en place aussi pas loin de chez moi. Le traitement de ces patients-là par anticoagulant, est-ce qu'on va allonger ou pas la durée du traitement derrière, ou est-ce qu'on reste sur des recommandations en fonction de l'étiologie de la thrombose? Tout à fait. On reste sur la recommandation, c'est-à-dire c'est toujours pareil, le contexte qui
Voilà. Au niveau de la durée de traitement, si tout se passe bien, bien évidemment, la plupart du temps tout se passe bien, il y a juste, si on met un stent, on ajoute un anticoagulant plaquettaire, nous pour une durée de 1 mois. D'accord. Voilà, sinon pas de changement. Ben, merci beaucoup Caroline. Je vous en prie.